Comment préparer un projet de TOIP sans rien oublier? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette formation gratuite. Alors le but, c'est qu'à la fin de cette formation, vous soyez capable de préparer proprement un projet de TOIP en ayant balayé sous forme un peu de checklist tous les sujets vraiment essentiels quand on prépare ce genre de projet. Alors moi je m'appelle Ludovic Deguy, j'ai fait dans ma carrière des dizaines et des dizaines de projets de téléphonie sur IP. J'aurais aimé avoir ce genre de formation avant de faire tous ces projets. Ça m'aurait évité beaucoup d'erreurs et beaucoup de soucis. Donc c'est le but que j'ai pour vous, hein, c'est que vous évitiez de reproduire ce qui a pu m'arriver sur les projets de TEIP. Alors c'est une formation qui est très dense, hein, on va voir beaucoup de choses. Donc prenez de quoi prendre des notes, posez-vous confortablement. Et puis, on va démarrer tout de suite avec la première leçon. Alors, avant de démarrer, je vous suggère de vous inscrire à la newsletter, comme ça vous ne louperez aucune des prochaines formations de ce type ou autre. Donc, j'ai mis le lien dans la description juste en dessous, mais sans plus attendre, c'est parti pour la première leçon. Dans cette leçon sur le thème de la préparation d'un projet de TOIP, nous allons parler plus spécifiquement du contexte et des objectifs. Alors c'est quelque chose d'incontournable sur n'importe quel projet, évidemment, mais là ce dont nous allons parler plus spécifiquement, c'est comment cela s'applique pour des projets de TOIP. Alors la première question à se poser, c'est dans quel contexte le projet de TOIP sur lequel je travaille s'insère. Alors, un projet de TOIP, il va s'intégrer le plus souvent dans un projet, dans un programme plus vaste. On va voir après les cas principaux dans lesquels un projet de TOIP va pouvoir s'intégrer. Dans tous les cas, même si un projet de TOIP peut se retrouver autonome, le plus fréquent que j'ai vu moi dans mon expérience professionnelle, j'ai fait plein de projets TOIP, j'en ai fait des dizaines et des dizaines, c'est vraiment très très rare que le projet de TOIP soit totalement autonome. Et quand je parle de projet ou de programme plus vaste, je ne parle pas simplement d'une organisation qui regrouperait les projets en portefeuille de projets comme le font certaines entreprises. Là, je parle vraiment de projets où les différentes parties, de projets ou de programmes, où les différentes parties sont vraiment très dépendantes les unes des autres. Et donc, ça n'aurait aucun sens de ne pas les traiter de manière globale. Alors, le premier cas dans lequel vous allez avoir un projet TEIP, ça va être dans le cadre plus large d'un projet immobilier. Dans le cadre d'un projet immobilier, ce que vous allez avoir le plus souvent, ça va être une équipe plus globale avec tous les corps de métier dedans. Donc vous allez avoir du système, du réseau, du poste de travail, des problématiques de câblage, du multimédia, tout ce qui est nécessaire à équiper informatiquement un site. Vous allez retrouver ça dans un projet immobilier. Et donc dans ce cas, le projet de TEIP va être soit un sous-projet, soit un lot d'un projet immobilier plus gros. Alors ce qui va revenir quasiment toujours dans un projet immobilier, ça va être une très forte pression sur la date de fin. Un projet immobilier, ça va être lié soit à un déménagement, soit à l'ouverture d'un nouveau site, ou les deux en même temps. Vous pouvez très bien avoir une société qui est dans un site vraiment très très vieillissant et qui décide de relocaliser les personnes dans un site beaucoup plus récent. Donc il va faire par exemple soit construire un site, soit prendre un site déjà existant mais plus récent. Mais dans tous les cas, ça veut dire déménagement, et qui dit déménagement dit bien souvent un planning qui est très strict, parce que les anciens locaux vont devoir être libérés à une date fixe, qui va le plus souvent ne pas pouvoir bouger. Et donc vous allez avoir énormément de pression sur la tenue du délai. Ce sera en fait impossible de déborder d'une certaine date dans la plupart des cas sur un projet immobilier. Donc gardez bien ça en tête. Si vous êtes engagé sur un projet TOIP qui s'intègre dans un projet plus vaste immobilier, le pilotage du projet sera basé essentiellement sur les délais. Alors, deuxième cas principal pour un projet de TOIP, c'est dans le cadre du remplacement d'une solution obsolète. Alors, soit c'est un projet autonome, soit ça va s'intégrer le plus souvent dans un projet de traitement de l'obsolescence plus vaste. Vous pouvez avoir une compagnie qui décide de moderniser ses infrastructures réseau télécom. Donc vous allez avoir le câblage qui va être refait, le réseau local qui va être refait, la téléphonie qui va être refaite et potentiellement d'autres choses qui vont être refaites en même temps. Et votre projet de TOIP va s'intégrer là-dedans.
Alors dans le cadre du remplacement d'une solution obsolète, ce qui va être très important, ça va être la collecte de l'existant. Parce que qui dit remplacement d'une solution obsolète dit de pouvoir reproduire plus ou moins ce qui existait pour les utilisateurs avant en termes de fonctionnalité. Et donc il y aura sans doute une phase très importante et qu'il ne faudra surtout pas négliger de collecte d'informations sur l'existant pour pouvoir remplacer la solution. Alors ce type de remplacement de solution obsolète, bien souvent, ennuie tout le monde parce que ça va être poussé soit par de la fin de support d'une solution, soit parce que la solution est vieillissante et devient de plus en plus compliquée à maintenir. C'est comme une vieille voiture. Au bout d'un moment, on commence à avoir de plus en plus de pannes et ça a de moins en moins de sens de le garder. Il vaut mieux remplacer par quelque chose de plus récent. Mais dans tous les cas, les contraintes budgétaires seront souvent là, c'est-à-dire qu'on aura souvent un budget serré parce que le remplacement de la solution sera quelque chose qui arrivera de manière plutôt contraint et forcé plutôt que dans le but de fournir des services de meilleure qualité aux utilisateurs. Alors, si vous avez de la chance, vous arriverez sur un projet où le but c'est vraiment d'améliorer la téléphonie, mais de nos jours, dans la plupart des entreprises, la téléphonie c'est quelque chose dans lequel on ne veut pas dépenser beaucoup d'argent. Et si on veut remplacer une solution obsolète, ça sera souvent avec un budget relativement restreint. Donc gardez bien ça en tête, si vous vous retrouvez sur un projet de traitement de l'obsolescence, vous aurez un budget serré et il faudra faire avec. Vous n'aurez pas forcément des contraintes planning aussi poussées que dans d'autres cas. Ceci dit, si le remplacement de la solution obsolète est provoqué par la fin de vie d'une solution, où on va avoir un équipementier, un fournisseur qui arrête de supporter la solution, on peut être fortement poussé à tenir aussi cette date de fin de support, de fin de vie, le plus possible. Donc vous pouvez avoir à la fois une pression sur les coûts, mais aussi une pression très forte sur les délais dans ce type de cas. Et enfin, le troisième des cas principaux que j'ai vu moi sur des projets de TEIP, c'est dans le cadre d'une fin de contrat ou d'un changement de fournisseur. Donc là, on ne va pas forcément avoir une solution obsolète, hein, c'est tout simplement qu'on peut avoir une solution qui était fournie par le même fournisseur depuis de nombreuses années. Et puis le marché a évolué, où le fournisseur est un peu en perte de vitesse et la qualité de service devient de moins en moins bonne avec le temps. Donc on peut être très motivé pour arrêter de travailler avec lui. Et donc dans ce cas-là, la priorité va être donnée évidemment à faire des économies sans dégrader le service. Et si possible même en fournissant un meilleur service. Si le marché évolue, si les technos évoluent, on est censé normalement arriver à faire à la fois moins cher et mieux. Et donc vous serez sans doute attendu sur ce type de projet. Les utilisateurs ne manqueront pas de vous rappeler que ça marchait mieux avant s'il y a des soucis. Donc soyez très très vigilants, surtout sur la qualité de service. Alors même si le zéro défaut est jamais atteignable, dans le cadre d'un remplacement de fournisseur et de passage d'un contrat à un autre, les utilisateurs voudront que ce soit le plus transparent possible pour eux et si possible même que ça améliore le service qui leur est fourni. Donc c'était le troisième des cas principaux que j'ai pu voir dans mon expérience pro sur des projets de TEIP. Alors dans cette leçon, nous allons parler de qui fait quoi sur un projet de TEIP. Alors identifier qui va faire quoi sur un projet quand on est en train de le préparer, c'est quelque chose de crucial. Alors sur un projet de téléphonie sur IP, il y a certaines particularités, c'est-à-dire qu'on va retrouver évidemment des profils qu'on ne retrouve pas forcément sur d'autres projets. C'est surtout de ça dont on va parler dans cette leçon, même si certains profils dont je vais parler dans cette leçon sont des profils et des rôles, surtout des rôles, qu'on va retrouver dans à peu près n'importe quel projet. Alors le premier rôle, évidemment, c'est le rôle du client. Alors ce rôle-là, il peut prendre des formes très très diverses en fonction de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, en fonction du contexte dans lequel vous êtes. Par exemple, si vous travaillez pour une entreprise qui fait de la prestation de services et qui déploie pour ses clients des solutions de téléphonie sur IP, le client, ça va être assez évident, ça va être une personne en particulier qui va représenter l'entreprise et qui va être en lien avec l'équipe projet.
mais dans certaines organisations, on peut très bien imaginer avoir des équipes d'informatique d'un côté, et puis des équipes qui sont plutôt côté business dans l'entreprise. Quand on est dans une grosse entreprise, on peut avoir ça, avec des ressources dédiées côté informatique qui sont internes à l'entreprise. Et donc dans ce cas-là, le client, c'est plutôt un client, entre guillemets, un client interne. Donc les personnes qui sont côté cliente et les personnes qui sont côté réalisation vont être dans la même entreprise, mais vont avoir des rôles bien définis en fonction de l'organisation de l'entreprise. Le rôle du client aussi n'est pas forcément incarné par une personne en particulier, ça peut être un groupe de personnes, ça peut être une équipe, ça peut être plusieurs personnes à plusieurs niveaux. Dans une grande entreprise, ce que vous pouvez retrouver, ça peut être un responsable de site, donc qui va être le premier intéressé par le déploiement de la téléphonie sur IP sur son site, mais vous pouvez aussi avoir des personnes côté management au siège de l'entreprise qui vont aussi être impliquées dans le projet, etc., etc. Donc ne voyez pas le client comme une personne forcément en particulier, ça peut être aussi un groupe de personnes. Donc le rôle de client va consister en un certain nombre de responsabilités, mais ne va pas forcément être porté sur une seule tête. Ensuite, vous avez le rôle de chef de projet. Alors encore une fois, le rôle de chef de projet, ça ne veut pas dire forcément une personne unique qui va prendre les responsabilités de gestion de projet. En fonction de l'organisation, ces responsabilités elles peuvent être diluées sur différentes personnes. Si vous êtes par exemple sur une organisation qui est extrêmement dans les méthodes agiles, il n'y a plus vraiment de rôle de chef de projet, mais il y a toujours besoin évidemment des activités de gestion de projet, et ces activités-là vont être plutôt diluées dans l'équipe, et beaucoup de personnes dans l'équipe, si ce n'est toutes les personnes de l'équipe, vont participer à la gestion de projet, donc la planification, etc. Donc ce rôle de chef de projet va évidemment être un rôle de chef d'orchestre, et de mettre en musique tout ce qui doit être fait pour que le projet se déroule correctement. Donc ce rôle, c'est peut-être le vôtre, hein, vous qui regardez cette leçon, mais vous pouvez très bien être aussi dans une équipe où il y a un chef de projet qui n'est pas vous, mais c'est toujours intéressant de savoir ce qu'un chef de projet va avoir à faire pour déjà pouvoir tout simplement l'aider pour faire avancer le projet, mais aussi parfois vous pouvez vous retrouver dans une équipe où le chef de projet c'est quelqu'un de particulièrement jeune qui n'a jamais fait vraiment de projet comme ça avant. Et donc si les autres personnes de l'équipe ont conscience de ce qu'il faut faire pour faire avancer le projet, ça peut aussi aider énormément, même si vous-même, vous n'êtes pas le chef de projet officiel. Alors maintenant, nous venons sur les rôles vraiment beaucoup plus spécifiques. Hein, les rôles de client et de chef de projet, évidemment, sont des rôles totalement génériques qu'on va retrouver dans tous les projets. Rôle spécifique, premier rôle spécifique, l'architecte TOIP. Donc, il ne prendra pas forcément ce nom-là, en fonction de l'organisation dans laquelle vous vous trouvez, mais l'architecte TOIP, il peut aussi avoir le rôle de référent technique ou de lead technique sur les sujets de type TOIP. Mais dans tous les cas, ça a trait aux mêmes activités, qui sont les activités principalement d'ingénierie, de réflexion technique, donc élaborer la solution. Si la solution est élaborée par une entreprise extérieure ou par un partenaire, etc., l'architecte TOIP va plus, dans ce cas-là, avoir un rôle de valideur, de validateur. On peut avoir le cas dans une entreprise qui fait appel à une société de prestations externes pour préparer et déployer une solution de TOIP, mais où le référent technique va être l'architecte TOIP qui est interne à la société. Alors dans un projet de téléphonie sur IP, il n'y a pas uniquement besoin d'un architecte IP, il y a aussi besoin d'au moins un architecte réseau. Parce que la téléphonie sur IP, comme son nom l'indique, repose sur le protocole IP, donc sur un réseau IP d'entreprise. Et forcément, quand on amène de la téléphonie sur IP à un endroit où il n'y en avait pas forcément avant, il va falloir aussi impacter les configurations et la façon dont fonctionne le réseau IP de l'entreprise sur lequel la téléphonie va venir se greffer. Donc dans n'importe quel projet de TOIP, vous allez avoir besoin d'architectes réseau qui vont être capables déjà d'identifier les impacts
de la téléphonie sur IP, de mettre à niveau soit certains équipements, soit certaines configurations, soit les deux, pour pouvoir se préparer à l'arrivée de la téléphonie sur IP. Donc c'est un rôle aussi incontournable dans un projet de téléphonie sur IP. Autre rôle d'architecte, l'architecte cybersécurité. Si on déploie de la téléphonie sur IP, on va être amené à être confronté à un certain nombre de vulnérabilités et de menaces en termes de cybersécurité. Donc il faut les adresser, il faut mettre en place, il faut prévoir et mettre en place des solutions qui permettent de pallier à ces vulnérabilités, ces menaces. Et donc le rôle d'architecte cybersécurité est aussi pour moi incontournable sur un projet de téléphonie sur IP. Donc il faudra aussi bien identifier qui va prendre ce rôle-là. Alors c'est pas forcément un rôle temps plein, voire même ça ne sera pas un rôle temps plein, ça va être quelqu'un qui va faire beaucoup d'autres sujets, qui va travailler sur beaucoup d'autres sujets que simplement la TOIP, ça va souvent être quelqu'un qui travaille sur plein d'autres sujets. Et puis il va intervenir ponctuellement, il va aider ponctuellement le projet de téléphonie sur IP à bien se préparer et à bien avoir en tête tous les points à couvrir en termes de cybersécurité pour la solution de téléphonie sur IP qu'on va déployer. Alors là, on va passer sur des rôles plus, entre guillemets, réalisation, c'est-à-dire les personnes qui vont vraiment mettre en place la solution. Donc l'administrateur téléphonie sur IP ou ingénieur TOIP va être la personne, enfin va être le rôle, parce que c'est pas forcément une personne, hein, si c'est un gros projet, ça va sans doute être plusieurs personnes qui vont avoir ce rôle-là. Donc l'ingénieur téléphonie sur IP va être la personne qui va mettre en place les configurations, va mettre en place tout ce qui doit être mis en place pour que la téléphonie sur IP, la solution de téléphonie sur IP, soit construite et prête à accueillir des utilisateurs. Donc ça va dépendre, encore une fois, de l'organisation et du contexte dans lequel vous vous trouvez. Ce rôle-là pourra être porté soit par des ressources internes à l'entreprise, soit par des ressources externes à l'entreprise, un prestataire de services, un intégrateur de solutions de téléphonie, etc. Mais dans tous les cas, peu importe où les personnes qui vont avoir ce rôle-là se trouvent, ce rôle-là reste évidemment incontournable aussi sur un projet de TOIP. On ne va pas avoir de solutions qui vont se déployer toutes seules par magie. À un moment ou un autre, il faudra des interventions humaines pour ne serait-ce que pousser les bonnes configurations aux bons endroits pour se préparer. Donc de la même manière que côté architecture, côté conception, on avait besoin de compétences réseau, sur la partie réalisation, on va également avoir besoin de compétences réseau. Donc soit une équipe, soit une personne en particulier qui pourra faire les actions nécessaires à préparer le réseau à l'arrivée d'une solution de téléphonie sur IP. Donc ça va être des personnes qui vont intervenir potentiellement sur les commutateurs Ethernet, sur les routeurs IP, et puis sur toutes les briques en fait de l'infrastructure qui sont nécessaires au bon fonctionnement du réseau dans le cadre de la téléphonie sur IP. Troisième sujet technique qu'on a déjà vu, c'est-à-dire la cybersécurité. Donc on aura besoin d'architectes et on aura besoin évidemment d'ingénieurs cybersécurité pour mettre en place des politiques de sécurité, mettre en place du filtrage peut-être sur des firewalls, mettre en place des solutions de chiffrement, de contrôle d'accès, etc. Enfin tout ce qui a trait à la cybersécurité, qui n'est pas à proprement parler de la téléphonie sur IP, qui n'est pas non plus du réseau, donc on a besoin de compétences spécifiques vraiment là-dessus. Alors de nos jours, il y a de plus en plus souvent des gens qui ont un peu une double casquette. Bien souvent, les gens qui font la cybersécurité savent aussi faire autre chose, par exemple du réseau. Donc vous aurez peut-être sur votre projet et vos projets de téléphonie sur IP, vous aurez peut-être la même personne qui fera du réseau et de la cybersécurité, mais c'est pas forcément le cas. Il y a des organisations où c'est complètement séparé. Les personnes qui font de la sécu et les personnes qui font du réseau sont dans des équipes qui n'ont rien à voir. Donc là, ça va vraiment dépendre de l'organisation, de la taille du projet, du contexte, des habitudes aussi, des personnes, des compétences des personnes avec qui vous allez travailler. Dernier rôle incontournable qu'on retrouve sur un projet de TOIP, le rôle de technicien de proximité. Donc à part si on a vraiment un projet de petite taille, bien souvent il va falloir plusieurs personnes pour remplir ce rôle-là. Typiquement, si vous avez plusieurs centaines de téléphones à déployer, une personne seule va avoir du mal à s'en sortir, à part si elle a vraiment beaucoup de temps devant elle.
Et comme sur les projets de téléphonie sur IP, il y a quand même bien souvent, quasiment toujours, des téléphones physiques à déployer, ben, on a vraiment besoin de ce rôle-là. Alors même si de nos jours, des gens qui sont vraiment spécialisés dans la téléphonie, ça se fait rare, et qu'aujourd'hui les techniciens de proximité sont plutôt des gens qui sont spécialisés dans la bureautique, le poste de travail, malgré cela, il va falloir quand même avoir des gens qui s'occupent de la partie téléphonie. Donc il faudra souvent prévoir sur les projets un petit peu de formation et de transfert de compétences, parce que les techniciens de proximité que vous allez avoir, comme je disais, vont être plutôt des techniciens bureautiques. Vous allez, dans certaines entreprises, encore trouver des gens qui sont des anciens techniciens, par exemple, de services généraux, qui vont être passés côté informatique et qui vont avoir peut-être fait par le passé beaucoup de choses côté téléphonie. Donc vous allez peut-être par chance avoir des personnes qui s'y connaissent quand même pas mal en téléphonie. Bon, bien souvent, ça ne va pas du tout être le cas. Donc il faudra bien identifier ça en amont pour bien préparer les personnes, qu'elles ne soient pas perdues. Vous pouvez aussi avoir des sociétés de prestations externes qui envoient leurs propres techniciens. Par exemple, si vous prenez une solution qui est déployée totalement par un intégrateur de solutions de téléphonie, il peut très bien envoyer ses propres techniciens là, qui vont être formés, etc. à l'avance. Et donc il n'y aura pas besoin de beaucoup les briefer pour qu'ils soient en capacité de déployer les solutions. Donc en bref, pour résumer, les rôles incontournables sur un projet de téléphonie sur IP, le client, le rôle de client, le rôle de chef de projet, le rôle d'administrateur, soit téléphonie sur IP, soit réseau, soit cybersécurité, enfin en fait pas soit, hein, les trois, le rôle d'architecte IP, le rôle d'architecte réseau, le rôle cybersécurité, et puis enfin, comme on vient de le voir, le rôle de technicien de proximité. Dans cette leçon, nous allons parler des prérequis techniques. C'est une leçon sur le thème général de la préparation d'un projet de TOIP. Donc, nous allons parler de quatre prérequis techniques, des quatre prérequis techniques principaux pour préparer proprement un projet de TOIP. Alors, ce sont des prérequis qui sont très importants à couvrir, parce que si on ne les couvre pas, en fait, on va au-devant de beaucoup de problèmes. Si j'accorde autant d'importance à ces prérequis, c'est justement parce que j'ai été impliqué sur des projets où un ou plusieurs de ces prérequis n'avaient pas été traités proprement, et ça m'a causé beaucoup de soucis dont j'aurais aimé me passer. Donc là, dans cette leçon, ça va surtout être un retour d'expérience de ce que je pense être essentiel avant de lancer un projet TOIP, essentiel d'un point de vue technique. Alors, premier prérequis technique pour un déploiement de TOIP qui se passe bien, le câblage. Alors si le câblage n'est pas à un niveau suffisant, ce qui va se passer bien souvent, c'est que après le déploiement, il y aura des problèmes typiquement de reboot de certains téléphones. Pourrait y avoir des problèmes de coupure de communication, c'est-à-dire en cours de communication l'appel qui se coupe parce que soit le téléphone reboot, soit le téléphone a perdu temporairement sa connexion et donc il y a eu un timeout qui s'est déclenché qui a fait perdre la communication en cours. Vous pouvez aussi avoir des problèmes de qualité audio. Enfin, sur trois exemples, et ce sont les trois exemples principaux de soucis que vous allez rencontrer. Vous allez peut-être même les rencontrer tous en même temps si vous avez des soucis de câblage. Alors, qu'est-ce qu'un câblage qui est suffisant pour la TOIP ? C'est pas très compliqué. Il faut déjà du câblage de catégorie 5E minimum, donc de bout en bout, hein, c'est-à-dire du commutateur réseau jusqu'au téléphone, il faut du 5E. Donc les cordons de brassage, il faut que ce soit au moins du 5E. Le câblage horizontal dans les étages, il faut que ce soit du 5E. Et les cordons de raccordement entre la prise murale et le téléphone, il faut aussi que ce soit du 5E. Alors si vous avez un câblage informatique récent, ça va être en général de la catégorie 7 ou de la catégorie 6, mais au moins de la catégorie 6. Si le câblage est un peu plus ancien, vous aurez peut-être justement un câblage insuffisant. Donc je vous déconseille fortement de lancer un déploiement de TOIP si vous n'avez pas du câblage de catégorie 5E, parce que vous allez vraiment au-devant de grosses catastrophes. J'ai eu des cas où les déploiements
avait l'air de s'être très bien passé, et puis dans la semaine qui a suivi, les semaines qui ont suivi, le projet a tourné au cauchemar, parce que beaucoup de gens se plaignaient de soucis, les soucis que j'ai évoqués au début, hein, où j'ai parlé de ces prérequis, donc coupure, reboot de téléphone, mauvaise qualité audio. Deuxième prérequis technique indispensable pour faire un déploiement de TOIP, c'est au niveau du réseau local. Alors tout d'abord au niveau du matériel. Donc si vous avez des équipements réseau qui ne supportent pas ce qui s'appelle le PoE, donc Power over Ethernet, donc la possibilité d'alimenter des équipements directement à travers le câblage réseau, si vous n'avez pas ça, vous allez être bien embêté, parce que soit il faudra changer les équipements, donc ça pourquoi pas, si c'est bien prévu suffisamment à l'avance. Si vous ne pouvez pas faire ça, il faudra d'une manière ou d'une autre alimenter les téléphones autrement que directement via le commutateur réseau. Et donc dans ce cas, il faudra soit rajouter des injecteurs PoE, ça coûte moins cher que des switches, donc certaines entreprises font ce choix. Je ne suis pas fan de ce genre de choix parce que ça implique d'avoir des équipements en coupure supplémentaire. Et qui dit équipement supplémentaire en coupure dit des cas de panne supplémentaires. Et puis faut les maintenir et les faire vivre dans le temps. Ou autre cas, c'est d'acheter carrément des alimentations électrique unitaire, donc chaque téléphone avec son alimentation électrique. Ça coûte évidemment de l'argent, alors ça coûte sans doute moins cher que de remplacer tous les commutateurs réseau, mais bon, faut quand même gérer ce surcoût. Et puis il y a souvent beaucoup de casse, hein, c'est-à-dire que les alimentations unitaires comme ça sont des composants qui sont relativement fragiles, donc il faudra remplacer assez régulièrement. Donc il faudra bien prévoir ça à l'avance. Donc ça c'est sur la partie déjà physique, alimentation électrique. Évidemment, si on parle d'alimentation électrique, c'est-à-dire que dans le local technique, enfin les locaux techniques où sont les commutateurs réseau, on va avoir une consommation électrique supplémentaire après le déploiement des téléphones. Donc ça, il faut que ce soit bien prévu aussi. Il faut que dans les baies réseau, il y ait bien suffisamment de puissance électrique pour couvrir ça. Et il faut aussi que les commutateurs réseau, en plus d'avoir cette capacité PoE, il faut aussi qu'ils aient les alimentations dimensionnées correctement. Si la mise en place du réseau de l'endroit où vous faites un déploiement TOIP est un peu ancienne, il se peut qu'elle ait été dimensionnée au plus juste, donc sans prendre en compte le potentiel de déploiement d'équipements qui ont besoin de PoE, et dans ce cas, peut-être il y aura un souci d'alimentation électrique dans les locaux techniques. Donc ça, pareil, il faut bien le prévoir en amont pour pas se rendre compte de ça au dernier moment ou carrément pendant un déploiement où on se rend compte que tous les téléphones n'arrivent pas à démarrer parce qu'il n'y a pas assez de puissance électrique. Ensuite, d'un point de vue configuration, donc qui dit téléphonie sur IP dit d'avoir des VLAN séparés, hein, pour bien séparer le trafic data, le trafic des PC et le trafic des téléphones. C'est principalement lié à des raisons de cybersécurité, mais ça permet aussi de différencier le trafic si on veut mettre en place de la qualité de service. C'est beaucoup plus simple de le faire en séparant bien sur des VLAN différents. Et donc dans ce cas, il faudra paramétrer sur tous les commutateurs réseau ces VLAN supplémentaires. Donc ça, il faut bien le prévoir à l'avance. Pour éviter d'avoir à configurer à la main sur les téléphones ces VLAN, ce VLAN ou ces VLAN pour la téléphonie sur IP, il vaut mieux implémenter un protocole de découverte automatique. Donc ce qu'on va retrouver le plus souvent, c'est le protocole soit LLDP, donc Link Layer Discovery Protocol, qui est standard et qui est implémenté par quasiment tout le monde aujourd'hui, tous les équipementiers réseau. Chez Cisco, vous aurez aussi le CDP, le Cisco Discovery Protocol. Ces deux protocoles servent à la même chose. Ça permet à un équipement de découvrir de manière automatique son VLAN et donc de s'auto-paramétrer sans intervention humaine. Donc si vous avez un petit déploiement de téléphonie, quelques dizaines de postes, c'est pas forcément embêtant de devoir rentrer à la main le VLAN dans tous les téléphones. Par contre, si vous avez beaucoup de téléphones à déployer, par exemple des milliers ou même des centaines, si vous n'avez pas cette découverte automatique du VLAN, ça va être extrêmement pénible au moment du déploiement. Donc je déconseille fortement de se passer de ce type de protocole. Il faut absolument l'implémenter si on veut s'éviter du paramétrage à la main très pénible.
Ensuite, sur le réseau global, alors là, vous aurez plusieurs cas. Soit vous êtes sur un site autonome, vous êtes sur un déploiement TOIP sur un seul site, mais vous êtes sur une solution récente, donc une solution qui va être sans doute dans un cloud. Et donc il faudra prendre en compte le trafic entre le site et le cloud qui va être soit sur Internet, soit sur un cloud privé. Et donc il faut prendre en compte la quantité de trafic nouvelle qui va être amenée par la téléphonie sur IP. Donc déjà en termes de bande passante, il faudra bien vérifier que vous avez suffisamment de bande passante disponible. Et si ce n'est pas le cas, il faudra upgrader le lien réseau qui raccorde le site au reste du monde. Donc soit Internet, soit un lien privé. Vous pouvez aussi être dans le cas où votre déploiement TOIP il intervient sur plusieurs sites. Des sites qui par le passé étaient sur des solutions autonomes, donc où il n'y avait pas forcément de trafic voix ou trafic téléphonique entre ces sites. Si vous partez sur une solution plus globale, vous allez bien souvent mettre en place aussi la possibilité, enfin bien souvent, quasiment toujours, vous allez mettre en place la possibilité à ces différents sites de communiquer via le réseau de l'entreprise en direct sans passer par le réseau téléphonique public. Et donc ce trafic va occasionner des besoins en bande passante supplémentaire. Donc il faudra bien vérifier sur tous vos sites si vous avez bien la bande passante nécessaire. Ensuite, vous avez aussi la problématique d'adressage IP. Pour votre déploiement TOIP, vous allez devoir prévoir des plages IP pour les téléphones. Et puis, évidemment, ces différentes plages IP, il faut prévoir le routage IP entre les sites. Donc là, il y aura un travail d'ingénierie de routage IP à prévoir, évidemment, avant le déploiement des téléphones. Et puis enfin, vous pouvez aussi avoir la possibilité d'implémenter de la qualité de service. Donc comme le trafic voix, c'est du trafic temps réel, c'est plutôt une bonne idée en général de prioriser ce trafic sur le reste du trafic de l'entreprise pour ne pas avoir de problème de qualité audio. Alors c'est pas forcément indispensable, hein, si vous avez des liens haut débit avec suffisamment de marge en termes de bande passante et que vous êtes dans un pays où les télécoms fonctionnent bien. Bien souvent, ça ne sera pas forcément nécessaire, mais vous pouvez avoir certains cas où c'est nécessaire. Et dans le cas où c'est nécessaire d'implémenter de la qualité de service, pareil, c'est en amont qu'il faut le prévoir, hein, c'est pas au dernier moment, au moment du déploiement des téléphones. Il faudra prévoir avec l'ingénieur réseau ou l'architecte réseau avec lequel vous allez travailler sur votre projet de téléphonie sur IP, il faudra bien prévoir cet aspect qualité de service. Et le dernier prérequis, c'est la partie cybersécurité. Donc avec la téléphonie sur IP, il y a un certain nombre de vulnérabilités qui viennent, notamment la possibilité pour un attaquant éventuellement de faire de l'écoute passive. Donc écouter une conversation, ça peut être utilisé dans le cadre par exemple d'espionnage industriel. Donc si vous êtes sur une entreprise qui travaille sur des sujets sensibles avec une très très forte compétition, il est probable qu'un jour ou l'autre, il y ait des tentatives d'écoute passive, pour par exemple avoir des informations sur les prochains deals de l'entreprise, etc. Vous avez aussi la possibilité, enfin une vulnérabilité de vol de service. Donc ça va être typiquement un équipement ou un composant de votre solution de téléphonie sur IP qui n'est pas bien sécurisé. Un attaquant va arriver à prendre le contrôle dessus et puis par exemple, générer des appels en masse vers des numéros surtaxés qui vont être possédés par l'attaquant, puis l'attaquant va récupérer de l'argent comme ça, et votre entreprise recevra la facture et vous ne pourrez pas faire grand-chose, à part éventuellement s'il y a une clause dans le contrat avec votre opérateur ou votre service provider, une clause qui permet de couvrir ce genre d'attaque avec une assurance qui couvre derrière, etc. Mais bon, le mieux, c'est quand même de prévenir dans ce cas-là, donc de bien sécuriser tous vos composants, donc avec des bonnes pratiques de cybersécurité, des mots de passe complexes, des méthodes d'authentification, si possible, avec plusieurs facteurs, etc. Aussi, autre bonne pratique, c'est évidemment de faire du cloisonnement, c'est-à-dire qu'on ne met pas les serveurs ouverts totalement, mais on met des serveurs plutôt derrière des firewalls, on va être capable de filtrer le trafic et ne laisser passer que ce qui est strictement nécessaire. Enfin, des choses comme ça, hein, en général, ça va tourner autour de trois choses. Ça va être du chiffrement de communication. Donc, il y a plein de mécanismes dans toutes les solutions de téléphonie sur IP. Il y a toujours des mécanismes possibles qu'on peut activer de chiffrement sur les communications.
Donc plutôt une bonne idée de s'en servir. Ensuite, on peut mettre en place du cloisonnement. Donc ce que j'évoquais juste avant, c'est d'utiliser des firewalls pour protéger surtout les équipements d'infrastructure, pour éviter que tout et n'importe quoi en termes de trafic puisse arriver sur ces équipements. Et puis le troisième axe, ça va être sur le durcissement des configurations. Donc j'ai évoqué l'authentification, mais on peut aussi faire beaucoup d'autres choses. Par exemple, désactiver tous les services qui sont inutiles. Enfin, toutes les fonctionnalités par exemple, que vous n'utilisez pas sur un serveur de téléphonie sur IP, désactiver les services qui sont liés à ces fonctionnalités que vous n'utilisez pas, ça permet de réduire beaucoup la surface d'attaque en termes de cybersécurité, et donc ça rend l'attaque beaucoup moins facile pour un attaquant, et ça peut décourager un attaquant qui ciblerait votre entreprise. Donc dans cette leçon, pour préparer un projet de TOIP, nous allons parler de la volumétrie cible, c'est-à-dire les besoins en termes de quantité des différents items qui vont être nécessaires pour les utilisateurs de cette future solution de TOIP que le projet va permettre de mettre en service. Alors, le premier item, c'est le nombre total de lignes téléphoniques. Alors, ça peut paraître bête comme ça, mais c'est une question à laquelle il est un peu plus difficile de répondre que ce qu'on pourrait penser de premier abord. Il ne s'agit pas simplement de regarder combien on va avoir d'utilisateurs, il faut vraiment se poser la question de tous les types de besoins. Donc les utilisateurs, évidemment, les utilisateurs de base, les personnes qui travaillent sur le site ou sur l'ensemble de sites sur lequel on va déployer la solution, mais il y a aussi tous les besoins annexes. Donc, par exemple, les espaces communs, salles de réunion, d'éventuels bureaux partagés, des ateliers, la partie purement bâtimentaire, il y a sans doute un poste de sécurité dans le bâtiment, il y a sans doute des services généraux sur les sites, donc un certain nombre de besoins, peut-être il y a des téléphones muraux, etc. Donc tous les besoins, vraiment, de lignes téléphoniques, il faut tout compter, et puis identifier ce nombre total de lignes. Alors si c'est un peu difficile de premier abord d'avoir ce nombre total, on va d'abord regarder dans le détail, point par point, et puis à la fin, on fera le total. Alors déjà, donc, le nombre de lignes nominatives. Donc les personnes physiques, les collaborateurs de l'entreprise, combien de lignes on va avoir besoin de leur donner. Et puis, question subsidiaire, est-ce que ces personnes vont avoir des téléphones physiques, donc des téléphones de bureau, des desk phones, ou est-ce que ces personnes vont utiliser une application sur leur poste de travail, donc des soft phones. Donc, combien de lignes nominatives, et parmi ces lignes nominatives, combien de personnes vont avoir besoin de téléphones physiques. Ça va permettre plus tard, éventuellement, si nécessaire de téléphones physiques, ça va permettre de préparer les commandes, préparer les achats de ces téléphones. Alors, deuxième type de ligne téléphonique, tout ce qui est salle de réunion. Donc, dans une salle de réunion, ça paraît assez évident, mais on peut l'oublier quand on doit lancer très très vite un projet. Il faut avoir un moyen pour les personnes de téléphoner. Alors, soit vous êtes sur un système très très moderne, et peut-être que vous allez partir plus sur peut-être des équipements vidéo, etc. Mais dans tous les cas, il faut être capable d'avoir la capacité de passer des appels quand on est dans une salle de réunion. Donc il faut aussi compter ces salles de réunion. Ensuite, tout ce qui sont les autres lignes non nominatives. Donc là, j'ai donné des exemples qui sont les plus communs, mais on peut imaginer des besoins très très variés, très très divers. Donc dans les besoins que moi j'ai plus souvent vus, ça va être bureau de passage, atelier, si c'est un site industriel, tout ce qui est espace commun. Donc espace commun, ça peut être, je sais pas, de la cafétéria, un auditorium, etc. Les services généraux, donc on va avoir des personnes qui n'ont pas forcément des lignes nominatives, on va avoir peut-être un téléphone d'équipe partagé, par exemple pour les personnes qui assurent la maintenance sur le site, il va y avoir un téléphone d'équipe, ce type de choses. Des téléphones muraux, etc. etc. Donc listez bien tous les cas sur le site ou l'ensemble de sites sur lequel le projet de TOIP va déployer une solution. Et puis, pour chacun de ces cas, comptez
quels vont être les besoins. Donc pour ça, hein, vous allez avoir besoin des personnes qui connaissent vraiment le site ou des personnes qui ont conçu le site si c'est un site qui n'est pas encore prêt. C'est un travail collaboratif, hein, en fait, de compter, d'identifier tous ces cas avec les volumétries. Vous pouvez très bien aussi avoir des cas de lignes analogiques ou lignes numériques, donc des lignes non IP. Hein. C'est pas parce que vous faites un projet de TEIP que vous avez forcément 100% de téléphonie sur IP. Vous pouvez avoir des cas avec des lignes, par exemple, surtout sur des sites industriels, vous allez trouver ça, où vous allez avoir des zones très excentrées, assez loin des locaux informatiques. Et donc, au niveau câblage, ça va peut-être être un peu loin pour pouvoir amener de la téléphonie sur IP, ou vous avez aussi parfois des raisons historiques, c'est-à-dire toute une zone sur un site où il n'y avait pas d'informatique, il y a simplement des machines industrielles par exemple, et on a simplement amené un câblage téléphonique à l'ancienne, entre guillemets, avec simplement des téléphones analogiques. Donc si vous avez ce type de besoin, il faut évidemment compter combien vous allez avoir de lignes analogiques, parce que compter ce nombre de lignes va vous permettre aussi de dimensionner les équipements pour connecter ces lignes au réseau IP de l'entreprise. Comptez bien aussi le nombre de fonctions avancées, enfin pour chaque fonction avancée de téléphonie, combien vous allez avoir de cas. Donc les cas typiques, c'est une liste qui est non exhaustive évidemment, hein, mais les cas typiques qu'on va retrouver sur la majorité des sites sur lesquels on déploie de la téléphonie, ça va être du filtrage patron-secrétaire, donc la capacité pour une secrétaire de prendre les appels à la place de son patron, groupement de postes, supervision de postes, serveur vocal, enfin, la liste n'est pas exhaustive, hein, essayez aussi d'identifier vraiment toutes les fonctions avancées qui vont être utilisées, et puis pour chaque fonction avancée, combien vous allez avoir de cas en face. C'est important éventuellement pour acheter des licences spécifiques. C'est important aussi pour dimensionner le travail derrière de préparation et de configuration. Combien de standardistes? Peut-être vous n'allez pas en avoir, mais peut-être vous allez en avoir, et s'il y en a, il faut compter combien il y a de postes standardistes à prévoir. Ça peut être une, deux, plus, ça va dépendre vraiment de la taille. Et ça réclame bien souvent soit du matériel spécifique, soit des licences spécifiques, soit les deux. Donc il faut bien compter aussi ça pour ne rien oublier dans la préparation de votre projet. Comptez bien aussi les postes spécifiques. Donc j'ai donné deux exemples là qui sont des exemples qui reviennent souvent. Donc poste travailleur isolé, hein, donc ce sont des postes qui font une détection homme-mort, entre guillemets, c'est-à-dire si quelqu'un perd connaissance et se retrouve immobile, allongé pendant un certain temps, votre téléphone va envoyer une alerte. En général, ça va être au poste de sécurité du site. Donc ça va être utilisé sur des sites où il y a des gens qui vont travailler par exemple en horaire décalé ou dans des endroits vraiment isolés du site. On va retrouver ce type de poste. On peut avoir des postes spécifiques pour des travailleurs handicapés. Donc ça peut être un poste pour un travailleur malentendant, mais ça peut être aussi un poste spécifique pour quelqu'un qui est malvoyant, etc. Il faut prévoir ce type de poste si c'est nécessaire. Donc vérifiez bien que vous n'avez pas ce type de poste sur votre projet, parce que si vous en avez, il faudra aussi commander sans doute de l'équipement et des licences spécifiques. Centre d'appel, donc c'est pas présent évidemment sur n'importe quel site et sur tous les sites, mais vous pouvez en avoir dans le cadre de votre projet. Ça vient quasiment toujours avec des solutions spécifiques, et donc il faudra acheter sans doute des licences spécifiques, éventuellement du matériel spécifique, des composants d'infrastructure spécifiques. Donc si vous avez un centre d'appel, il faut être au courant du nombre d'agents dans ce centre d'appel. Il faut aussi savoir comment le centre d'appel est prévu de fonctionner. Est-ce qu'il va y avoir un serveur vocal interactif par exemple, auquel cas il faudra peut-être prévoir une licence spécifique pour ça. Et au minimum, il faudra prévoir du travail pour configurer ce serveur vocal. Il y aura peut-être des guides vocaux à enregistrer, etc. etc. Donc identifiez bien s'il y a un centre d'appel ou pas dans le cadre de votre projet. Et puis, s'il y a un centre d'appel, quels sont les besoins précis de ce centre d'appel? Nombre d'agents, type de fonctions qui vont être nécessaires, etc. Alors, dans cette leçon sur la préparation d'un projet de TEIP, nous allons parler du raccordement au réseau téléphonique public. Alors, on peut se raccorder de différentes façons au réseau téléphonique public, donc il va falloir prévoir ça. Et puis, il va falloir
surtout d'abord prévoir les besoins spécifiques. Donc si on se raccorde au réseau téléphonique public, est-ce qu'on a besoin de numéros de téléphone, on a un certain volume de communication, etc. Donc on va parler de ça dans cette leçon. Alors tout d'abord, les besoins particuliers que le raccordement au réseau téléphonique public va couvrir. Alors il y a trois principales questions à se poser pour bien dimensionner ce qu'on va prendre comme raccordement. La première question, c'est de combien de numéros SDA on va avoir besoin. SDA, ça veut dire sélection directe à l'arrivée. Donc ça, c'est en français. Si vous êtes face à des opérateurs hors de France et que vous leur parlez en anglais, là on ne va pas parler de SDA, on va parler de DDI ou DID. Donc DDI, ça va être Direct Dial-In, ou DID, ça va être Direct Inward Dialing. Bon, dans tous les cas, on parle de la même chose, hein, on parle de numéros directs qui permettent d'être appelés en fait, de n'importe où dans le monde. N'importe qui a une ligne téléphonique pourra vous appeler avec ce numéro-là. Donc la deuxième question à se poser, c'est le volume de communication. Beaucoup d'opérateurs travaillent avec des forfaits en nombre de minutes par utilisateur. Alors il y a certaines contraintes en général hein, par exemple, si c'est un forfait de, supposons par exemple 120 minutes par mois par utilisateur de communication sortante, vous aurez quand même certaines contraintes, vous ne pourrez pas appeler l'intégralité des pays dans le monde, il y aura certains pays qui seront facturés hors forfait, etc. Mais connaître le volume de communication et en particulier le volume de communication moyen par utilisateur, ça vous permettra aussi de demander une offre bien spécifique, bien dimensionnée par rapport aux besoins de l'entreprise. Et la troisième question à se poser, c'est jusqu'à combien de communications simultanées je vais pouvoir monter, parce que ça va dimensionner la taille du raccordement au réseau téléphonique public. Peu importe la technologie que vous utilisez, il y a toujours une question de nombre de communications simultanées maximum. Donc ça, il faut bien étudier la question. Alors, il y a plein de cas différents, et puis il y a un certain nombre de règles différentes qui vont être éventuellement utilisées pour répondre à cette question. Par exemple, des gens qui sont des travailleurs de bureau standard ne vont pas être en permanence au téléphone en même temps. Hein, donc, on peut se permettre d'avoir un canal de communication pour un certain nombre d'utilisateurs. Par contre, si vous avez des populations qui prennent beaucoup d'appels entrants, par exemple une hotline, un service support qui fait du support aux clients, etc., là, vous allez potentiellement avoir énormément de communications simultanées, potentiellement même plus de communications simultanées que de personnes, parce que vous voulez pouvoir gérer les appels en attente, etc. Donc là, il faudra bien dimensionner ce nombre de communications simultanées, et c'est de toute façon une question qui sera posée par votre opérateur téléphonique. Alors une fois qu'on a répondu aux besoins en termes de volumétrie, il faut choisir la technologie de raccordement. Alors aujourd'hui, c'est de plus en plus simple en fait à répondre à cette question parce que tous les opérateurs se tournent maintenant vers la voix sur IP. Donc les offres qui vous seront proposées seront bien souvent des offres de type SIP-Trunk. Donc SIP, hein, c'est le protocole standard qui est le plus utilisé aujourd'hui pour la voix sur IP. Mais vous avez encore dans certains pays, enfin dans beaucoup de pays même, des services de raccordement type numérique, donc ISDN, qui vous sont proposés. Donc vous aurez des liens type accès primaire ou accès de base. Donc en fonction des pays, on vous parlera de liens T2 ou E1 ou T1, etc. Ça va vraiment dépendre des pays. Là, je ne vais pas vous faire un cours sur la téléphonie numérique. Donc, choisissez bien la technologie, sachant que la voix sur IP devient de plus en plus démocratisée dans beaucoup de pays. Il y a même certains pays qui sont en train de démonter totalement les réseaux numériques côté opérateur. Donc, dès que vous pouvez prendre une solution de raccordement de voix sur IP, il vaut mieux le faire. Mais vous pouvez être contraint à cause de problématiques surtout géographiques. Vous pouvez être contraint de prendre du numérique. Donc bon, pourquoi pas, à la rigueur. Là, discutez bien, échangez bien avec l'opérateur pour être sûr de faire le bon choix. Et puis si vraiment vous êtes sur un tout petit site isolé, il se peut que de raccordement analogique soit possible, et donc ça peut être la bonne solution. C'est rarement la bonne solution. Donc challengez votre opérateur s'il vous propose de l'analogique, et même s'il vous propose du numérique, challengez-le aussi,
Parce que bien souvent, la voix sur IP, donc un SIP trunk, est la solution qui va être la plus adaptée et la plus pérenne. Alors, dans cette leçon, nous allons voir les achats à prévoir quand vous préparez un projet de TEIP. C'est évidemment indispensable de savoir tout ce qu'il va falloir acheter pour réaliser le projet. C'est ce que nous allons voir dans cette leçon. Alors, on va commencer par les terminaux. Donc, on a des terminaux et puis les accessoires qui sont liés à ces terminaux. Donc, évidemment, les téléphones de bureau. Alors, aujourd'hui, c'est de plus en plus fréquent d'avoir une partie des utilisateurs qui n'ont plus besoin de téléphone de bureau. Ça peut aussi être un parti pris de votre entreprise de ne pas fournir de téléphone de bureau aux gens et de simplement leur demander d'utiliser une application soit sur l'ordinateur, soit sur smartphone. Les solutions de téléphonie sur IP récentes viennent toujours avec une application qui fonctionne sur à peu près tous les types de terminaux. Mais vous pouvez aussi être dans le cas où des téléphones de bureau sont prévus, ou alors une solution entre les deux, où seulement une partie des utilisateurs vont avoir un téléphone de bureau. Par exemple, on va en donner aux secrétaires, aux populations qui passent beaucoup de temps au téléphone, pour avoir une expérience de téléphonie qui leur convient mieux. Enfin, dans tous les cas, si vous avez des téléphones de bureau, il va falloir les commander, les acheter. On peut aussi avoir des modules additionnels qui viennent avec ces téléphones de bureau pour avoir des touches supplémentaires. Donc une secrétaire ou une standardiste va potentiellement être très friand de ce type de module additionnel. Donc si vous prévoyez de donner des téléphones de bureau à des secrétaires de direction, par exemple, c'est une bonne idée de prévoir aussi des modules de touches supplémentaires. Vous allez avoir besoin de téléphones de conférence pour les salles de réunion. Alors ça va être des téléphones spécifiques, alors ça va être soit des gros pavérons, soit des espèces de pieuvres ou des tripodes qui vont avoir des très très bons micros et des très bons haut-parleurs, meilleurs qu'un téléphone de bureau, qui vont être capables de capter le son à plusieurs mètres pour être capable de fournir une expérience audio satisfaisante en salle de réunion. Donc c'est des téléphones qui sont assez coûteux, hein, vous allez très très vite passer les 400-500 euros. Ça peut même être 1000 euros pour des téléphones vraiment de haute qualité. Si vous équipez un TEIP, un site type siège de grande entreprise, il ne faut vraiment pas lésiner sur la partie salle de réunion. Et donc n'hésitez pas à proposer des téléphones un peu haut de gamme pour ça. Vous pouvez avoir des cas de besoin de téléphones muraux. Alors sur des sites de bureau, c'est pas forcément très très fréquent d'avoir besoin de téléphones de muraux, mais sur des sites industriels, ça va se trouver assez souvent. Donc il faut le prévoir aussi. Vous aurez éventuellement des téléphones vraiment spécifiques. Par téléphone spécifique, j'entends tout ce qui ne peut pas être couvert par du téléphone type téléphone de bureau standard. Donc par exemple des téléphones type poste travailleur isolé, des téléphones qui détectent si une personne est allongée par terre, des choses comme ça. Dans les entreprises où on a des gens qui sont susceptibles de travailler seuls dans un coin d'une usine ou dans des endroits un peu particuliers, ça va être des téléphones qu'on va vous demander d'avoir. Donc soit vous aurez un système déjà existant, par exemple si vous faites un déploiement TEIP sur un site qui existe déjà et vous remplacez une solution existante, peut-être vous aurez déjà une solution existante qu'il faudra simplement connecter à votre nouveau système de téléphonie. Mais si vous êtes sur un site tout neuf, vous aurez bien souvent besoin d'acheter des téléphones spécifiques, par exemple les fameux PTI, donc poste travailleur isolé, ou tout autre type de téléphone. Ça peut être des téléphones spécifiques parce que vous avez des travailleurs handicapés, ça peut être n'importe quoi, mais faites bien attention à identifier ce type de besoin, parce que c'est des types de téléphones qui ne sont pas forcément fabriqués en grande quantité et vous pouvez avoir des délais d'approvisionnement assez longs. Et puis enfin tout ce qui est micro-casque, donc ce ne sont pas des terminaux à proprement parler, mais ça va être nécessaire, d'autant plus si il y a beaucoup de personnes dans l'entreprise qui utilisent des applications sur le poste de travail. Fournir des micro-casques d'une qualité satisfaisante, ça va être vital, et donc le projet de téléphonie sur IP va potentiellement devoir prendre en compte l'achat aussi de ce type de matériel. Ensuite, vous pouvez être amené à devoir acheter de la connectique. Donc si vous êtes sur un site avec un câblage informatique récent,
Normalement, tout ce qui est cordon de brassage ne posera pas de souci. Par contre, vous pouvez avoir à acheter des câbles pour les terminaux. Et n'hésitez pas à acheter à part des câbles de qualité, parce que les câbles qui sont fournis en standard dans les boîtes de terminaux bien souvent fabriqués en Chine et avec des cordons de connexion de mauvaise qualité, je vous conseille d'acheter des câbles en plus à côté, de ne pas utiliser les câbles fournis avec les téléphones. Ça vous évitera bien des soucis dans le cadre de vos projets de TOIP. Alors, une infrastructure de téléphonie, alors soit vous faites un projet de TOIP où il y a une infrastructure existante et vous êtes simplement en train de déployer un nouveau site, donc la partie infrastructure sera peut-être très légère, soit vous êtes sur une installation totalement nouvelle de A à Z, et dans ce cas-là, il faudra prévoir potentiellement l'achat de serveurs, l'achat de licences particulières. Alors si vous êtes sur une solution cloud, ça va être simplement de l'achat de licences. Si vous êtes sur une solution dédiée avec des serveurs dédiés, là il faudra approvisionner des serveurs, soit sous forme de machines virtuelles, soit sous forme de serveurs physiques. Vous aurez potentiellement des passerelles, alors soit des passerelles locales par exemple pour se raccorder au réseau téléphonique public, soit des passerelles centrales, soit des passerelles pour raccorder des équipements un peu spécifiques. Si vous avez des téléphones analogiques ou numériques qui perdurent sur vos sites, vous devrez avoir des équipements spécifiques pour les raccorder. Donc, tout ça, il va falloir aussi l'acheter dans le cadre de votre projet. Sur la partie réseau et sécurité, là, ça va vraiment dépendre de l'état de votre infrastructure réseau et sécurité avant le projet de TOIP. Soit l'infrastructure est déjà totalement prête pour accueillir de la téléphonie sur IP, donc dans ce cas-là, il n'y aura quasiment rien à faire. Soit l'infrastructure n'est pas du tout prête, par exemple vous avez des commutateurs réseau qui sont très anciens, qui ne font pas de PoE, et donc il faudra les remplacer par des équipements plus récents pour avoir du Power over Ethernet. Vous pouvez avoir besoin de modules, de cartes spécifiques dans les routeurs, parce que vous allez devoir connecter un type de lien bien particulier en plus, par exemple un nouveau lien au réseau téléphonique public qui va être connecté sur un routeur avec une carte spécifique, etc. etc. Donc n'oubliez pas cette partie réseau et sécurité. Si vous êtes côté vraiment téléphonie sur IP, vous allez devoir faire ça en collaboration avec d'autres équipes, équipe réseau, équipe cybersécu. Donc n'oubliez surtout pas cette partie-là, parce que c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas découvrir au dernier moment, parce que vous pouvez avoir des délais de mise en œuvre, enfin de commande, livraison et mise en œuvre qui peuvent être assez longs. Donc, tout ça, il faut bien l'anticiper assez longtemps avant le déploiement proprement dit des téléphones. Et dernier type d'achat que vous aurez potentiellement à faire, ça va être dans les locaux techniques. Donc là, ça va être vraiment de l'infrastructure physique. Imaginons par exemple que vous n'ayez plus de place dans un local technique et qu'il y ait des nouveaux équipements à installer. Il faudra peut-être soit remplacer une baie existante par une baie plus grande, ou alors mettre une deuxième baie à côté d'une baie existante en espérant qu'il y ait de la place. Vous pouvez avoir besoin de nouveaux bandeaux de brassage si vous avez plus d'équipements à déployer que ce qu'il est possible avec les bandeaux de brassage existants. Vous pouvez avoir besoin de torons de câbles. Vous avez une nouvelle passerelle pour accorder des téléphones analogiques. Il faut prévoir le câblage qui vient avec cette passerelle-là qui permet de faire le raccordement. Vous pouvez avoir besoin de kits de rackage si vous déployez des nouveaux serveurs, des nouveaux équipements qui vont être rackés en baie. Vous pouvez avoir besoin de rails, d'équipements, des choses très simples, des écroucages par exemple pour monter des rails pour pouvoir racker un serveur. C'est des petites connectiques ou des connectiques plus grosses, comme ça pour les locaux techniques, il faut absolument les prévoir à l'avance pour ne pas se retrouver comme un imbécile le jour du déploiement des équipements quand on va dans le local technique. Alors, dans cette leçon, nous allons parler des contraintes d'intervention. Donc nous sommes dans le thème de la préparation d'un projet de TOIP. Alors c'est quelque chose qui est rarement anticipé, ou alors on se pose des questions vraiment très peu de temps avant le déploiement proprement dit de la téléphonie sur IP sur un site ou sur un ensemble de sites. Alors c'est dommage de ne pas anticiper vraiment ça, parce que dans beaucoup d'entreprises, en fait, les contraintes d'intervention sont très contraignantes. Par exemple, si vous êtes dans une entreprise industrielle, vous allez forcément avoir
des créneaux réduits. On ne vous laissera pas intervenir quand vous voulez pour aller déployer des nouveaux téléphones. Et puis, même si vous êtes sur une entreprise qui est plutôt dans le tertiaire, bien anticiper à l'avance les contraintes d'intervention sur un site vous permettront de planifier de manière beaucoup plus sereine, bien à l'avance, sans avoir besoin de vérifier au dernier moment, et puis aussi sans être forcément dans l'incertitude sur la façon dont va se passer le déploiement. Alors il y a trois aspects principaux là, que nous allons voir dans cette leçon, trois informations ou on va dire trois types d'informations à récupérer, si possible le plus en avance possible, pour pouvoir préparer sereinement un déploiement de téléphonie sur IP. Alors, première question à se poser, premier jeu d'informations à récupérer sont les conditions d'accès au site. Alors, si vous avez un ensemble de sites, il faudra refaire la même chose pour chaque site. Alors, conditions d'accès, ça va être quoi? Ça va être, par exemple, combien de jours à l'avance il faut que je prévienne avant de pouvoir rentrer sur le site. Si vous avez des techniciens ou une équipe de techniciens qui va aller faire le déploiement des téléphones, il se peut que vous ayez besoin de prévenir le site longtemps à l'avance. Il se peut que vous ayez besoin de fournir des copies, des scans des pièces d'identité des personnes. Il se peut qu'il y ait une vérification qui soit faite de la nationalité des personnes. Il y a des entreprises, par exemple, parce qu'elles travaillent sur des sujets sensibles, type solutions aéronautiques, des choses comme ça, et des entreprises qui refusent des intervenants qui ne sont pas de l'Union européenne, par exemple. Alors ça, ça va être en Europe. Sur d'autres continents, ça va être la même chose. En Australie, par exemple, si vous faites un déploiement pour une entreprise qui a des contrats gouvernementaux, il se peut qu'on refuse que quelqu'un qui n'est pas australien vienne sur le site. Plein de choses comme ça. Là, je vous ai donné quelques exemples qui me sont venus en tête parce que j'y étais confronté il n'y a pas si longtemps. Mais vous pouvez avoir plein de contraintes auxquelles vous n'allez même pas penser par vous-même. Et si vous ne vérifiez pas avec les sites bien en amont, vous pouvez vous retrouver bloqué. Par exemple, vous essayez de prendre rendez-vous une semaine, 2 semaines avant un déploiement, et puis là le site vous donne des contraintes qui vous bloquent totalement. Vous vous rendez compte que vous n'allez pas avoir le temps de les couvrir. Donc prenez bien les informations longtemps à l'avance sur les conditions d'accès au site. Ça peut être des choses aussi bêtes que des horaires précis. Vous pouvez par exemple envisager un planning de déploiement de TOIP où vous dites tiens, je vais faire intervenir mes techniciens le week-end ou très tôt le matin ou tard le soir, et puis là le site va vous dire non, moi très tôt le matin j'ai personne qui peut accueillir vos techniciens, donc vous ne pourrez pas travailler comme vous vouliez. Donc prévoyez bien ça à l'avance en prenant les informations. Vous pouvez aussi avoir des conditions de sécurité du site. Alors ça va intervenir beaucoup dans le milieu industriel. Il se peut qu'on exige des intervenants sur site qu'ils aient des équipements de protection individuelle. Alors beaucoup de boîtes industrielles ont leur propre équipement, elles vont être capables de prêter, des chaussures de sécurité, des gilets fluo, des choses comme ça aux gens. Mais imaginons que vous interveniez sur un site qui est encore en chantier et qu'on demande à tous les intervenants de venir avec leur propre équipement de protection individuelle. Si vous n'êtes pas au courant à l'avance, vous pouvez vous retrouver avec des techniciens qui arrivent sur site, qui n'ont pas ce qu'il faut, et le gardien, le vigile du site ne le laisse pas rentrer, et donc votre déploiement est planté pour ce jour-là. Donc, alors il peut y avoir d'autres choses. Évidemment, les grandes entreprises sont pleines d'imagination quand il s'agit de mettre en place des règles de sécurité. Donc il faut bien aussi prendre ces informations-là en amont pour ne pas se retrouver bloqué bêtement avec des gens qui peuvent par exemple ne pas rentrer sur site et puis donc vous vous retrouvez avec votre planning qui prend du retard et votre déploiement est bloqué, etc. Et puis enfin, alors ça peut paraître évident, mais on peut se retrouver bêtement coincé parce que avec l'équipe projet, on a prévu, ou avec un prestataire, on a prévu des jours donnés, avec des horaires donnés, etc. Et puis, quand on va se renseigner auprès du site, on se rend compte qu'en fait, les plages d'intervention qu'on avait prévues sont pas du tout possibles à cause de contraintes diverses et variées du site ou des sites sur lesquels vous allez intervenir.
Et donc pareil, avant de planifier les personnes qui vont intervenir, prenez ces informations-là auprès du site ou des sites sur lesquels vous allez faire des déploiements pour être sûr que vous avez bien toutes les infos pour planifier proprement. Donc voilà, c'était les 3 jeux d'informations qui me paraissent vitales à prendre. Donc conditions d'accès, conditions de sécurité et plage d'intervention. Dans cette leçon, nous allons parler d'un sujet qui est bien trop souvent négligé quand on prépare un projet de TEIP, et même quand on prépare un projet de manière générale, mais bon, là on parle de projet de TEIP en particulier. Donc ce sujet qui est bien trop souvent négligé, à mon avis, c'est ce qui va se passer après le projet, donc, entre guillemets le run, hein, la production, quand on sera en production, avec une nouvelle solution de téléphonie sur IP. Bien souvent, beaucoup de chefs de projet, beaucoup de fournisseurs de services ne se posent des questions sur l'après-projet que très très tard dans le projet, donc bien souvent proche de la fin. Et malheureusement, quand on attend trop pour se poser ce type de questions, ben, on se retrouve dans l'urgence et on se retrouve à très mal préparer l'après-projet. Donc moi, ce que je suggère comme bonne pratique, c'est en fait dès la préparation du projet, c'est-à-dire avant même d'avoir vraiment lancé le projet, de tout de suite se poser la question. En faisant comme ça, on pourra avoir la préparation de l'après-projet qui se passera en parallèle, tranquillement. C'est en parallèle de l'exécution du projet, on va préparer aussi tout ce qui se passera après. Et on ne se retrouvera pas en urgence à la fin à devoir tout préparer et finalement à devoir préparer les choses très très mal si on ne le fait pas suffisamment à l'avance. Alors, première question à se poser avant même de s'interroger sur les aspects opérationnels, c'est qui va être responsable après le projet, qui va être responsable de la solution. Donc ça peut être un rôle qui est mis sur un manager dans l'entreprise. Ça peut aussi être, si la solution est vraiment grosse avec beaucoup d'utilisateurs, ça peut être aussi un rôle dédié avec quelqu'un qui a en charge le bon fonctionnement du service, que le service soit bien délivré, qu'en cas d'incident, en cas de problème, les incidents, les problèmes, ils soient traités rapidement avec le bon niveau d'attention, etc. Ça va être quelqu'un aussi qui va être en charge de prévoir les évolutions de la solution, qui va anticiper les changements importants, qui va anticiper les éventuelles problématiques de capacité, donc par exemple recommander des nouvelles licences, des nouveaux équipements suffisamment à l'avance s'il y a de la croissance sur l'usage de la solution. Enfin tout ce qui va être confié en fait à, on peut appeler ça après un responsable de produit, ou un responsable ligne de produit, ou un responsable service, ou un service delivery manager, ça va dépendre des entreprises, il y a plein de noms qui peuvent être donnés à ce responsable, mais en gros c'est la personne qui va être responsable globalement de la solution après le projet. C'est important de l'identifier le plus tôt possible, et c'est aussi important d'impliquer cette personne, si elle est déjà dans l'entreprise, d'impliquer cette personne le plus tôt possible, si possible dès le début du projet, voire même avant le lancement du projet. Alors au début, la personne va avoir un rôle très peu actif sur le projet, on va simplement la mettre au courant de ce qui se passe, quand est-ce que ça va se passer, et puis plus la fin du projet va se rapprocher, plus elle va être impliquée, évidemment, pour que la transition vers l'après-projet se passe correctement. Alors ensuite, on va se poser des questions plus précises sur qui va assurer au quotidien le support de la solution. Et on peut même regarder plus dans le détail. Il faut se poser la question de qui va superviser la solution. On va avoir des équipements qui vont être déployés. Ces équipements, ils peuvent tomber en panne. Ces équipements, ils vont en général être capables d'être supervisés, soit par une solution dédiée, soit par une solution globale de l'entreprise qui est capable de superviser des équipements ou des services. Bon, bah, qui va faire cette supervision et qui aussi va réagir en cas d'alarme remontée par la supervision. Il y a un équipement qui tombe en panne, il y a une alerte qui est remontée par le système de supervision. Qui va traiter cette alerte, par exemple? Ensuite, la gestion des incidents, c'est-à-dire un utilisateur se plaint d'une panne quelconque ou d'un dysfonctionnement quelconque, qui va gérer ça? Qui va gérer les changements aussi sur la solution? Donc j'ai besoin de faire soit une modification fonctionnelle, soit une modification technique sur la solution pour une raison X ou Y. Qui va s'occuper de ça? Donc ça, ce sont vraiment des questions. Si on attend, parce
que le projet soit très avancé pour se les poser, ça va être très compliqué de s'organiser pour que le support se passe correctement dès le premier jour qui va suivre le déploiement et la mise en service de la nouvelle solution. Donc le plus tôt possible, encore une fois, répondre à ces questions sur n'importe quelle solution de TOIP, ça me paraît crucial. Ensuite, la maintenance proprement dite. Donc, les équipements, les logiciels qu'on va utiliser dans la solution de téléphonie sur IP, il va falloir les maintenir. Ils peuvent tomber en panne, ils peuvent avoir besoin d'être mis à jour. Ils vont avoir besoin d'être mis à jour, c'est sûr. Donc, qui va assurer cette maintenance? Ça peut être une entreprise externe, bien souvent ça va être une entreprise externe, donc on va avoir un contrat de maintenance avec une entreprise pour de la maintenance matérielle, de la maintenance logicielle, éventuellement de l'intervention sur site, remplacement des pièces et la main-d'œuvre associée au remplacement des pièces. Par exemple, une carte qui crame dans une passerelle, il faut être capable de la remplacer. Bon, bah, qui va faire tout ça? Donc il faut se poser la question le plus tôt possible aussi dans le projet. Alors l'hébergement, donc là c'est l'hébergement des composants de la solution de téléphonie sur IP. On va déjà se poser la question où vont être hébergés ces équipements. Donc est-ce que c'est localement sur le site? Est-ce que c'est dans le data center de l'entreprise? Est-ce que c'est dans un data center externe à l'entreprise? Est-ce que c'est dans un cloud? Est-ce que ce sera un cloud privé ou public? Alors très tôt dans le projet, on aura peut-être du mal à répondre à ces questions-là et peut-être ces questions seront répondues au moment seulement du design de la solution, donc un peu plus tard dans le projet évidemment que le moment où on est en train de préparer le démarrage du projet, mais au moins évoquer la question au moment du démarrage du projet permet déjà de sensibiliser les gens qui sont impliqués sur le projet à ce type de questions et éviter de reporter trop loin la réponse à ces questions, parce que ça peut être très très structurant pour tout le reste du projet. Donc répondre à ces questions le plus tôt possible vont aussi beaucoup aider à préparer le plus tôt possible comment va se dérouler le projet et sa suite.